Ça y est, on y est, c'est reparti. On va retrouver l'équipe de France sur les Summer Series. La dernière ligne droite avant la Coupe du Monde. 4 matchs. 4 matchs pour finir de préparer 4 ans de travail. Et 42 joueurs qui ont tout sacrifié pour participer et être dans la liste des 33 pour l'équipe de France. Et ça commence par une double confrontation contre l'Écosse. Une fois à Murrayfield, une fois en France. Ensuite, on va retrouver les Fidji, puis l'Australie. Mais les matchs de préparation à une compétition, ils sont souvent moches. Très moches. Ouais, ils sont souvent pas très jolis à regarder, car les objectifs, ils sont assez différents de ce qu'on attend en interne dans un staff. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette double confrontation sur le jeu et les joueurs? Allez, on en parle? Déjà, quelle tristesse de jouer l'Écosse. Ouais, quelle tristesse de jouer l'Écosse sans Stuart Hogg. C'est un peu comme boire une bière chaude. Stuart Hogg, si tu le connais pas, c'est leur capitaine, c'est leur arrière. C'est un homme qui est froid et clinique dans toutes les situations. Il est exceptionnel. Il est capable de rassurer son équipe sous les ballons hauts. Il a des crochets dévastateurs et un sidestep qui est redouté sur le circuit international. Il a mis un terme à sa carrière début juillet. Et voilà ce qu'il dit dans la presse. Je me suis battu avec tout ce que j'avais pour participer à la Coupe du Monde de rugby, mais cette fois-ci, mon corps n'a pas été en capacité de faire ce que je voulais et ce dont j'avais besoin. Perso, cette déclaration, elle me fait vraiment froid dans le dos. Cela veut dire que ce joueur qui a 32 ans, qui prépare l'apogée de sa carrière pour une dernière Coupe du Monde, il est obligé de tirer le rideau à 2 mois du début de la compétition. Imagine-toi, on est en 2027, à 2 mois de commencer la Coupe du Monde, et Dupont annonce qu'il va mettre un terme à sa carrière internationale parce qu'il a trop tiré sur la corde. Tu t'imagines le choc? C'est un vrai coup dur pour l'Écosse, parce que Gregor Townsend, il n'a pas préparé un autre joueur à ce poste pour la Coupe du Monde. En revanche, moi je découvre une nouvelle petite pépite écossaise, Ollie Smith. 4 sélections, 22 ans. Et des sacrés appuis. Il joue aux Glasgow Warriors et il a mis un doublé à La Rochelle en Champions Cup. C'est un peu le souci de l'Écosse. Il manque de profondeur de banc par rapport à nous. Et là, ils perdent gros, très gros, notamment avec le jeu au pied de Stuart Hogg. Et la question qu'on peut légitimement se poser, c'est comment est-ce qu'ils vont faire si Finn Russell se blesse? Et surtout, comment est-ce qu'ils vont réajuster la façon dont ils occupent le terrain au pied? Eh bien, sur leur premier match de préparation, ils ont joué l'Italie et ils les ont battus sur un score 25-13. Et là, j'ai découvert un joueur. De temps en temps, vous me demandez tous ce que je pense de tel ou tel joueur. C'est déjà très difficile d'évaluer un joueur sur un seul match, mais alors connaître tous les joueurs de tous les circuits et essayer de comprendre la façon dont ils jouent, leur mentalité et leurs qualités et leurs défauts, c'est encore plus difficile. Eh bien, le joueur que j'ai découvert, je l'ai découvert sur un match, donc c'est pas forcément représentatif, et c'est l'ouvreur qui joue dans la province du Munster en Irlande, Ben Healy. 24 ans, 1m91, 97 kg. Vainqueur du United Championship, il a fait tomber le Leinster en demi-finale en étant titulaire. C'est pas rien de faire tomber le Leinster en demi-finale, parce que le Leinster, qui n'a pas gagné la Coupe d'Europe, derrière ils se font éliminer, paf. Et quand tu joues le Leinster, attention, hein, tu joues quasiment l'équipe d'Irlande, tu le sais. Et ce joueur, il n'a que 2 sélections avec l'Écosse. Et ce qui est intéressant dans le profil de ce joueur, c'est sa taille. Plus tu es grand, plus tu as des membres qui vont être grands. Logique. Donc quand tu vas taper dans le ballon, la distance entre le moment où tu prends ton élan et le moment d'impact dans la balle, elle va être grande et donc du coup tu vas pouvoir allonger ta distance de jeu au pied. Et c'est ce qu'on voit souvent, c'est que les profils de joueurs qui sont assez grands, ils ont généralement un sacré coup de pompe. On fait un raccourci, quand t'es une grande saucisse, t'as un coup de pied de mammouth. Eh bien lui, il m'a scotché face à l'Italie. Un jeu au pied monstrueusement long. Et c'est peut-être le profil dont l'Écosse a besoin pour sortir des poules, puisque pour rappel, l'Écosse, ils sont quand même dans la poule de l'Irlande et l'Afrique du Sud, c'est un peu la poule de la mort. Et ils ont un jeu qui est basé sur la possession, mais du coup, quand tu vas devoir jouer ces deux équipes, tu ne peux pas essayer de relancer tous les ballons et de jouer tous les ballons, parce que tu vas te faire mâcher. L'Irlande et l'Afrique du Sud, ils sont pas tendres en défense, donc il va falloir avoir cette capacité à aller occuper le terrain et les enfermer chez eux pour les forcer à prendre des ballons au pied qui vont être bons à jouer, ou pour les forcer à se fatiguer en remontant le ballon à la main. Si toutefois c'est possible de les fatiguer. Qu'est-ce qu'on attend de la France face à l'Écosse? Déjà, on sait que les joueurs premium, ils vont rentrer en lice que contre les Fidji. Et donc ça veut dire qu'on va avoir le droit de voir Emilien Gaëton, qu'on attend tous de voir avec les Bleus, et Biel Barré, qu'on attend aussi avec impatience, qui joue à l'aile et qui peut couvrir le poste d'arrière. Parce que c'est un petit peu la complexité quand même pour Fabien Galtier. C'est que sur le poste d'arrière, il a le choix entre Jaminet et Dulin, mais que s'il peut avoir un ailier qui joue aussi à l'arrière, franchement c'est top pour lui. Et donc on va voir comment vont se comporter les jeunes dans ce grand bain. Pour eux, ça va être un match très compliqué. Parce que si on retire les joueurs premium, sur les joueurs qui restent, il y en a la moitié qui feront pas partie du train pour la Coupe du Monde. Alors ceux qui vont prendre leur temps de jeu, ils vont devoir être au service du collectif, mais tout en se montrant. Et c'est difficile parce qu'il va falloir trier les ballons, il faut que tu montres que tu es capable de élever ton niveau ou d'être au-dessus pour pouvoir apporter quelque chose au groupe France, mais sans la jouer perso, parce que si tu la joues perso, tu n'appartiens pas à un groupe et à ce collectif. Et il y a aussi Boudéan, le nouveau champion
champion d'Europe avec La Rochelle, qui va fêter sa première sélection. Paf! Et là, on va découvrir des joueurs et franchement, ça fait zizir. Après, il faut pas se leurrer quand même sur un point. C'est que tous les joueurs qui sont pour l'instant sur la préparation, ils vont pas forcément prendre du temps de jeu. Il faut pas oublier que sur la dernière Coupe du Monde, il y a 2 joueurs qui ont fait toute la préparation et qui n'ont pas joué. Et déjà, ça a l'air un petit peu mal embarqué pour Jaminet puisque c'est Dulin qui commence le match à l'arrière. Donc Jaminet qui n'a quasiment pas joué pendant le tournoi Destination, là il va se retrouver un petit peu en dedans. Sauf s'il est dans le groupe premier. Mais perso, je pense que c'est vraiment Ramos le numéro 1. Et donc sur France-Écosse, je pense qu'on n'aura pas le droit à un très grand match de rugby. Ah là là, je vais me faire taper sur les doigts. Pourquoi est-ce qu'on n'aura pas un grand match de rugby entre la France et l'Écosse? Tu te souviens du premier match là cette année du tournoi Destination en 2023 contre l'Italie? Ça avait pas été flamboyant. Beaucoup de pénalités, des fautes de main, des erreurs de lecture, des gestes techniques, un temps de retard en défense. On a failli perdre le match contre l'Italie. C'est eux qui ne le gagnent pas sur la dernière action quand ils ont une touche à 5 mètres et que sur un ballon porté ils peuvent le gagner. Pourquoi? Eh bien parce que il me semble, si je me souviens bien, que les préparateurs physiques avaient mis le groupe France dans le dur parce qu'ils attendaient d'avoir un rebond pour le match face à l'Irlande. Ce fameux match où on a eu 46 minutes de temps de jeu effectif. Et ben là, les joueurs ils vont être carbonisés. Ça fait un mois que les mecs ils se font atomiser sur la préparation physique. Thibaut Giroud il nous le dit et tous les joueurs ils le disent. Ils morflent. Tant mieux qu'ils fassent une grosse prépa physique parce que quand on sait le rythme qu'il va y avoir sur la Coupe du Monde et la partie de tableau qu'on a, on a intérêt à être prêt physiquement. Alors forcément, qui dit fatigue, dit faute de main, du déchet, des erreurs, peut-être beaucoup de mêlées, de touches, de pénalités. Un jeu qui pourra vraiment sembler être haché. Alors oui, les joueurs qui vont être sur le terrain, ils vont avoir envie de prouver parce qu'ils ont tous une carte à jouer, donc ils vont tenter, mais il faut pas s'attendre au match du siècle. Ce qui va être ultra intéressant pour moi, ce sont les détails. Les détails qui font que le rugby de très haut niveau est beau et sûrement passionnant à pratiquer et en tout cas extrêmement intéressant à regarder et analyser. Car c'est dans les détails que tu comprends un petit peu plus la stratégie et notamment celle de la gestion de groupe. Et il y a des vrais casse-têtes sur la gestion de groupe dans les joueurs que tu as avec le 15 de France. Je pense donc que sur les 2 premiers matchs contre l'Écosse, on va scruter plus attentivement les performances individuelles des joueurs plutôt que les tactiques et les stratégies utilisées par la France. Je m'explique. C'est-à-dire que tu vas pas spécialement révolutionner la façon dont tu joues, toutes ces petites micro-attaques, ces petites choses que tu prépares depuis longtemps pour jouer les Blacks en ouverture de la Coupe du Monde, puis toutes les équipes que tu vas rencontrer, tu vas pas forcément les retrouver sur ce match-là. Tu vas retrouver les principes de jeu de l'équipe de France, ça c'est un fait. Évidemment, il y aura un game plan. Si on joue l'Écosse avec Ben Illy à l'ouverture, on sait qu'il va falloir remonter les ballons à la main ou alors partir sur un ping-pong. Là, en l'occurrence, c'est Finn Russell qui est capitaine, il me semble, et qui débute le match face à l'équipe de France et on a Dulin en face. Donc on va répondre au jeu par le jeu. Mais si tu as Ben Illy qui va te mettre des gros coups de pompe, est-ce que tu vas choisir de prendre Melville Jaminet pour pouvoir faire des échanges de jeu au pied? Et dans ce cas, tu pars sur un ping-pong rugby ou est-ce que tu vas mettre Dulin pour remonter tous les ballons? Bon, j'avoue, c'est pas cool ce que je dis pour Jaminet parce que je l'ai catégorisé dans la catégorie artilleur alors que c'est un super joueur de ballon et qui est très fort aussi pour remonter le ballon sur le terrain après des jeux au pied. Mais il est quand même connu pour avoir un gros coup de pompe. Et donc sur le débrief, je pense que évidemment il va y avoir des secteurs de jeu sur lesquels je vais m'attarder, des choses qui vont me choquer ou dont je vais avoir envie de vous parler. Mais en revanche, il y a vraiment une chose sur laquelle j'ai très envie de m'attarder, c'est sur les performances individuelles des joueurs et sur les attendus au poste. Parce que ces 2 matchs qui vont arriver là, ils vont être déterminants pour une partie des mecs pour qu'ils embarquent dans le train pour la Coupe du Monde. Dis-moi dans les commentaires si tu as envie que je fasse attention à un point particulier sur le débrief du match. Et là, si t'es pas abonné, c'est le moment de le faire parce qu'on va rentrer dans les périodes preview et débrief des matchs. Et il va y avoir des choses à dire là dans les 4 semaines qui arrivent. Allez, on se revoit bientôt. Topette l'ami!